quelques instants du panorama des risques cyber. Donc Microsoft suit en permanence un certain nombre de groupes d'attaquants. Je vous en citer quelques-uns pour vous donner un ordre d'idée. Sur une période de 12 mois, on suivait il y a un an 200 groupes d'attaquants. Il se trouve qu'à l'heure actuelle, on suit 300 groupes d'attaquants. On a rajouté 100 groupes supplémentaires en l'espace d'un an, ce qui est beaucoup. Et donc, on s'attache à comprendre les comportements, à publier un certain nombre de notes techniques qui vous sont mises à disposition sous forme de CTI. Pour vous aider à mieux comprendre les risques associés. Alors je vais en citer quelques-uns pour illustrer. C'est toujours difficile, vous avez vu la conférence d'ouverture hier, d'attribuer à tel ou tel État-nation en fait des attaques. Vous avez un premier type de groupe que vous voyez noté Typhoon. À votre avis, on peut l'affilier à, bien sûr, l'Asie et à la Chine. Le deuxième groupe d'attaquants que je vais citer, qui finit par Blizzard, qui est plus affilié à la Russie, qui cible des infrastructures et des entreprises du secteur de l'énergie. Et troisième type d'attaquant, Sandstorm, donc plutôt côté Est et plutôt côté iranien. Et un quatrième qu'on a mentionné, qui était mentionné ce matin dans une conférence, qui est affilié à la Corée du Nord. Donc ces groupes d'attaquants, je vous encourage à regarder le rapport Cyber Signals que Microsoft édite de manière fréquente et qui vous donne tous les détails sur les TTP associés à ces groupes. Alors, quel est l'impact en fait de ces comportements sur les types d'attaques qu'on va retrouver? Vous avez un exemple ici. Ces attaquants vont utiliser les LLM, les modèles de langage, pour pouvoir affiner leurs attaques, affiner leurs tentatives de phishing, et vous retrouvez ici un certain nombre de ces exemples pour illustrer ce que l'on retrouve dans la vraie vie, c'est-à-dire du deepfake, des phishing de plus en plus sophistiqués, des posts sur les réseaux sociaux qui utilisent le style d'une personne. Donc ça, c'est quelque chose que l'on retrouve. Et on suit justement les groupes que j'ai cités précédemment comme étant, comme utilisant en fait, à but notamment de reconnaissance, des outils d'IA génératif. Donc on voit que les attaquants utilisent l'IA générative, mais qu'en est-il en fait pour l'impact de nos entreprises, de nos collectivités locales, de nos administrations? Quelles sont les priorités du RSSI, Cyril? Oui, alors on a commencé en bon professionnel de la sécurité par regarder le côté négatif. Que vont faire les attaquants? Comment est-ce que cette technologie peut être utilisée à des fins malfaisantes? Bien entendu, il y a tout un tas d'intérêts pour les métiers d'utiliser de l'IA. Vous allez le voir, si vous ne l'avez pas déjà vu, vos métiers venir vers vous, exiger de plus en plus de pouvoir utiliser ces technologies à des fins d'augmentation de productivité, de pertinence, de simplicité, de capacité à mieux travailler. Et donc, quand on est dans un métier de la sécurité, il faut savoir regarder donc les deux angles, les deux côtés de la médaille, les côtés positifs et les côtés négatifs. Et même dans les côtés positifs, il va y avoir des choses qui peuvent potentiellement être une source d'attention, parce que quelqu'un qui utilise l'IA de manière agréée par son entreprise peut très bien, malgré tout, faire des choses qu'il ne devrait pas faire, produire des contenus interdits, faire fuir de l'information qui serait de l'information propriétaire de l'entreprise dans des applications d'IA générative qui ont un modèle économique où ils valorisent en fait les données qui leur ont été passées pour pouvoir les réutiliser. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui si vous êtes dans le domaine de la sécurité ou si vous vous y intéressez, puisque vous êtes ici? Première chose, c'est comprendre un petit peu comment fonctionnent tous ces modèles et quels sont les usages qui vont arriver dans votre entreprise. Regardez un petit peu ce que font les gens. Donc, il y a une nécessité de visibilité et d'inventaire, et puis aussi peut-être de veille pour savoir un petit peu ce qui risque d'arriver, parce qu'il y a beaucoup de gens qui spontanément vont aller tester des nouvelles choses sans jamais demander quoi que ce soit à l'IT et encore moins à la sécurité. La deuxième chose, ça va être donc de venir, une fois qu'on a fait l'état des lieux, venir contrôler et accompagner cet usage de façon à ce qu'il se fasse de manière conforme et sécurisée et dans le respect de la vie privée. Typiquement, si je prends une liste de clients et puis que je commence à aller la mettre dans une application qui n'a pas les bonnes garanties, ça peut me créer une violation de mes règles ou voire même d'un règlement. Et puis enfin, si on essaye d'inverser la proposition, peut-être que l'IA va pouvoir venir nous aider en tant que professionnels de la sécurité à être nous-mêmes plus productifs dans notre métier de la sécurité, et c'est ce qu'on verra par la suite. Alors, quand on parle de
d'IA, en fait, c'est devenu le terme générique pour parler de machine learning, pour parler d'intelligence artificielle, pour parler d'IA générative, donc tout ce que sont les chats GPT, Bard, Gemini, etc. Mais ce qu'il faut bien réaliser, c'est que l'IA, elle est là depuis très longtemps. Aujourd'hui, il y a cette vague liée à l'IA générative, et que donc on ne peut pas la généraliser très simplement. Et donc l'idée, c'est de faire un petit peu comme on avait fait avec le cloud, où on avait cette matrice de responsabilité partagée en fonction de si vous faisiez du software as a service, de la plateforme as a service ou de l'infrastructure as a service, c'est-à-dire une application toute faite, je développe mon application ou je viens directement tout bricoler dans une boîte à outils online. Eh bien, la même chose pour l'IA s'applique. Et vous n'aurez pas le même niveau de responsabilité qui vous revient. Il y aura une partie qui sera partagée avec votre fournisseur et parfois une partie qui revient uniquement au fournisseur. Et donc, cette matrice, on ne va pas l'expliquer entièrement aujourd'hui, mais l'idée, c'est vraiment de se dire, si je suis simplement un utilisateur de l'IA, j'ai un certain nombre de choses limitées à regarder. Par contre, si je fabrique moi-même une application à base d'IA, j'ai davantage de travail à faire. Et puis, si je me lance dans la création d'un modèle de machine learning ou de ma propre IA maison, eh bien, j'ai encore plus de travail à faire. D'accord ? Et donc, selon tout ça, on va pouvoir avoir différents aspects. Et donc, on va commencer par illustrer le côté utilisation de l'IA avec un exemple concret venant de Microsoft. Merci Cyril. Donc, je vous encourage à regarder la page sur votre navigateur préféré. Vous tapez AI Shared Responsibility Model et vous avez tout le détail de ce que vient de vous présenter Cyril. Alors, un petit sondage, qui dans la salle utilise Teams tous les jours ? Donc je ne publie pas la statistique, mais on est proche des 90%. Je vous en remercie d'ailleurs. Je vais essayer de vous illustrer dans Microsoft 365 quels sont les apports de Copilot. Donc là, on parle de Copilot pour Microsoft 365, donc qui comprend la suite que vous connaissez. On va utiliser en fait le modèle de LLM basé sur OpenAI et GPT-4. D'accord. Et rajouter les données qui sont déjà dans votre tenant, dans vos environnements, et on va permettre à Copilot d'aller raisonner sur les informations qui sont stockées, on appelle ça le graphe, si vous êtes familier avec ça, et on va permettre d'utiliser sous forme d'un prompt en posant des questions qui vont aller chercher, enfin l'orchestrateur va aller chercher toutes les informations qui sont à votre disposition. Donc là, petite remarque pour le responsable de la sécurité que vous êtes, vous devez vous assurer que chaque utilisateur a accès uniquement aux données qui doit avoir accès. D'accord ? Donc très important. Et derrière, quelle que soit l'application Microsoft 365, vous allez pouvoir bénéficier de ce prompt et de l'apport de l'IA générative. Pour vous illustrer ça, je vous propose une petite vidéo rapide sur une illustration Teams que je vais essayer de vous présenter. Et la vidéo tourne. Vous voyez aussi ici, je suis dans Outlook. Je décide non pas de participer à une réunion, mais de suivre une réunion. Suivre voulant dire que je ne vais pas être présent puisque je suis au FIC aujourd'hui. Je suis au Forum InCyber. Mais par contre, il y a des réunions qui se passent sans moi. Et ce que je vais avoir, c'est une fois que la réunion s'est déroulée, je vais pouvoir directement consulter le compte-rendu de la réunion. Alors ça se passe en quelques lignes, 3 lignes en général. Et si jamais, durant cette réunion, il y a une information intéressante pour moi, notamment mon nom a été cité, j'ai une action qui me concerne, je vais directement avoir l'action qui me concerne ou les membres de mon équipe. Donc, imaginez, vous partez en congé 15 jours, vous avez raté tout un tas de réunions, vous revenez au bureau, en l'espace de 10 minutes, vous avez fait un tour d'horizon de toutes les réunions qui sont passées sans vous. Vous voyez le gain ? Je vous laisse juger du gain pour chacun. Donc, seul prérequis, c'est d'activer le transcript en fait dans la réunion, de manière à ce qu'il puisse aller raisonner sur l'ensemble des informations qui ont été évoquées pendant ce meeting. Donc ça, c'est vous voyez tous l'intérêt pour Teams, mais imaginez maintenant, vous êtes dans Word, vous avez un document Word, et vous voulez créer un PowerPoint. Vous demandez à Copilot, crée-moi un PowerPoint avec le Word. Et immédiatement, vous avez des slides qui ont été générés par Copilot. Même chose dans Excel, même chose dans Loop, ceux qui utilisent Loop. Moi, je suis fan de Loop. Je vous encourage à regarder. Et vous pouvez utiliser Copilot directement au niveau de l'interface utilisateur. Vous, en tant qu'expert de la sécurité, mais aussi tous vos collaborateurs qui peuvent commencer à utiliser cette IA générative au quotidien. Alors, on l'a vu au travers de Copilot, je vous ai parlé d'un certain nombre
de règles de gouvernance sur la protection de la donnée qui sont liées à l'accès aux utilisateurs, des utilisateurs à tel ou tel type d'information. Mais qu'en est-il pour les autres technologies, les autres solutions à base d'IA générative pour lesquelles vous souhaiteriez évaluer les risques? Donc absolument. Donc le premier élément, donc, c'est d'avoir cette visibilité pour savoir quels sont les types d'applications d'IA qui sont utilisées chez vous. Donc il y a des moyens, par exemple, vous mettez en surveillance des proxys qui se connectent à Internet ou en surveillance des points, des terminaux sur lesquels vos utilisateurs travaillent de façon à voir où est-ce qu'ils se connectent. Donc ça, on sait faire des inventaires avec ça. Si tu peux passer à la suite, l'idée c'est que derrière, il faut savoir aussi quels sont les utilisateurs qui sont derrière, pas seulement les destinations où ils vont. Les destinations sont intéressantes parce qu'on peut très bien se retrouver dans des services, comme je le disais tout à l'heure, qui ne sont pas conformes ou qui n'apportent pas les bonnes garanties de sécurité. Les utilisateurs, ça va être intéressant parce que vous avez sans doute des utilisateurs qui sont plus à risque que d'autres de manipuler des données sensibles, et donc il va falloir peut-être les sensibiliser davantage avant qu'ils aient commis une erreur. Et puis après il y a le côté les données qui ont été générées, puisque Generative AI, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on génère du contenu. Est-ce qu'on les gouverne bien? C'est-à-dire que le cycle de vie de la donnée, comme le disait Paul tout à l'heure, devient de plus en plus important. Est-ce qu'on est capable, par exemple, si on a créé une donnée sur la base d'un document confidentiel, de s'assurer que le nouveau document a bien hérité de l'étiquetage confidentiel, qu'il hérite du DRM de la même façon, qu'il va être considéré de la même façon dans une politique de DLP de façon à pas fuir, etc., etc. Donc il y a tout un tas de choses sur le cycle de vie du document qui deviennent de plus en plus importants et révélés par les IA génératives. Et donc, une des propositions de Microsoft, c'est de vous fournir ce qu'on appelle le AI Hub, donc qui est un tableau de bord dans lequel vous allez pouvoir venir obtenir des informations à la fois sur les copilotes dont on vous a parlé tout à l'heure pour votre productivité dans Microsoft 365, mais aussi pour l'ensemble des autres applications. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont encore debout, il y a des places encore pour s'asseoir devant si vous le souhaitez, et vous verrez mieux l'écran. Donc sur l'écran, il y a écrit quoi? Il y a écrit Bard, ChatGPT, Bing Chat, Copy.ai, etc. Donc tout un tas d'applications correspondantes. Ensuite, il y a des niveaux de sensibilité par utilisateur. Donc, quels sont les utilisateurs qui ont été mettre des données sensibles dans certaines applications, donc de façon à ce que vous puissiez vous organiser pour essayer de mettre tout ça un petit peu en ordre et de façon à mieux pouvoir le gouverner. Merci Cyril. Donc nous avons vu Copilot pour Microsoft 365. On a vu aussi comment évaluer les risques associés à des usages d'applications à base d'IA générative sur lesquels vous souhaiteriez avoir le contrôle. Maintenant, on va voir le deuxième phase de ces usages d'IA générative. C'est comment est-ce qu'on va pouvoir aider les équipes sécurité, RSSI, équipes opérationnelles, à tirer aussi parti de ces modèles type GPT-4. Alors, quel est l'enjeu? L'enjeu, c'est de dire que on essaye, vous et moi, vous avez connu l'EDR, l'XDR, vous avez mis en place un SIEM, vous faites du service manager, vous essayez de chiffrer les données, vous essayez de faire du DLP. Donc ça, c'est, je vous résume, 19 ans de carrière dans la cybersécurité, avec des hauts et des bas, puisque voilà, il y a des solutions évoluent, on essaye de faire de la sécurité de bout en bout. Ceci dit, les rôles sont divers et variés entre la personne qui gère le endpoint, la personne qui gère l'identité, les équipes métiers qui gèrent le DLP ou le SOC qui s'occupe des détections et des réponses. L'enjeu, ça va être d'utiliser ces modèles de LLM pour permettre d'avoir une vue commune du cyber-risque. Et c'est là où on va rajouter de l'intelligence et s'appuyer sur quelque chose d'important, c'est un volume de signaux de sécurité conséquent au travers de la threat intelligence qui vont vous permettre non seulement au travers de Copilot d'avoir de l'aide, puisque considérer Copilot comme un assistant pour les équipes sécurité, mais aussi d'avoir la référence de quelle est la note technique de l'attaquant X ou Y avec ces tactiques associées. Donc voilà l'enjeu. Comment ça marche si on soulève un petit peu sous le capot pour regarder comment fonctionne ce Copilot, et cette fois-ci on va parler de Copilot for Security, pour les équipes sécurité. Et bien sur la gauche du chart ici, vous voyez en fait le modèle de LLM basé sur OpenAI et GPT-4, pour lequel on va associer, on l'a mis en bleu, un orchestrateur qui va interpréter les signaux de sécurité. Alors quand je dis les signaux de sécurité, c'est vos signaux de sécurité. Les outils et les technologies que vous avez développés, que vous avez déployés dans votre environnement. Le Defender qui est dans votre tenant. Les outils de sécurité de l'identité qui sont dans votre environnement. Et derrière, on va rajouter
les renseignements sur la menace, c'est le threat intelligence dont je parlais tout à l'heure, et développer un certain nombre de compétences, ou skills en anglais, qui vont être des plugins qui vont ensuite aller interroger telle ou telle technologie. Donc on parle de vos données restent vos données, les données ne sont pas utilisées pour entraîner le modèle, hein, je vous rappelle ça, et derrière, on est déjà depuis, puisqu'on a démarré au mois d'octobre avec Copilot for Security, avec une dizaine d'entreprises françaises qui l'utilisent. La sortie officielle est la semaine prochaine, donc vous avez un peu en avant-garde ce que l'on va annoncer la semaine prochaine. On a le top 10 des prompts. Vous avez les 10 prompts qui ont été les plus utilisés durant les 4 derniers mois par nos clients qui utilisent Copilot pour sécurité. Bon, ceux qui voient pas très bien dans le fond, donc vous aurez les slides bien entendu. Hein. Je vous en cite 3. Le numéro 2, c'est si un utilisateur a eu des incidents, est-ce que je peux savoir quels sont les devices qui ont été utilisés récemment et est-ce que l'utilisation de ces devices est conforme aux politiques de l'entreprise? Une question relativement élaborée. Donc Copilot va aller chercher toutes les informations qui sont liées à cet utilisateur, quels sont les devices mobiles, laptops qu'il utilise, et de savoir s'il n'y a pas eu des tentatives ou des comportements anormaux sur une période de temps. Deuxième exemple, je voudrais savoir tout ce qui concerne threat actor. Donc vous tapez par rapport au nom que je vous ai cité tout à l'heure, est-ce qu'il y a un acteur malveillant de Blizzard, Typhoon et j'en passe, hein, je vous ai donné les codes tout à l'heure, qui peut être intéressant pour moi parce que je voudrais savoir quels sont les IOC associés, quelles sont les tactiques utilisées par cet acteur et surtout, est-ce que cet acteur, j'ai pas des comportements identifiés dans mon entreprise qui laissent à penser que cet acteur est en train de me cibler. Donc ça, super intéressant de pouvoir pivoter entre Copilot et la Threat Intelligence et éventuellement un outil type Defender EDA. Et puis le dernière illustration, c'est voilà, j'ai un outil ticketing, qui soit ServiceNow ou autre. ServiceNow est supporté et je voudrais aussi savoir tout ce qui s'est passé il y a un incident, mais le lier aussi à mon outil ticketing. Comme ça, j'ai une vue d'ensemble, une cartographie en fait de cet incident et puisque je vous ai parlé de Copilot tout à l'heure et la capacité d'utiliser des PowerPoint, une fois qu'on a le récapitulatif d'un incident, on lui demande de générer un PowerPoint associé. Je vous laisse imaginer, je vois les yeux des gens en premier rang là qui sont intéressés. À vous de voir combien ça prend de temps aujourd'hui et combien vous pourriez prendre de temps avec l'outil. Quand on parle d'expérience utilisateur, SecOps, il y a deux types d'expériences. On essaye de s'adapter en fonction des profils des gens qui seront derrière la console. Cyril, est-ce que tu peux peut-être... Oui, absolument. Donc, je voulais simplement clarifier quelque chose. Ce que l'on crée avec Copilot for Security, c'est une plateforme. C'est-à-dire qu'on va se connecter à l'ensemble des outils que vous avez, pas seulement Microsoft. D'accord? Donc, si vous avez fait de mauvais choix dans votre vie, tant pis, c'est pas grave. On reconnaît ça. Vous avez le droit... Non, je plaisante. Vos choix sont très bons. Vous avez toujours raison. Mais si vous avez pris un autre outil, il n'y a pas de problème. Dès lors que vous aurez le composant, le plugin dont parlait Paul, vous allez pouvoir utiliser Copilot for Security pour aller interroger cet outil-là comme une source de données de sécurité valide dans votre entreprise. Donc c'est ça aussi l'intérêt de cette approche. Donc cette approche vraiment où vous allez aller taper dans tous les outils potentiels que vous avez, y compris nos Microsoft, c'est l'approche qui est à gauche. C'est ce qu'on appelle l'approche autonome. Vous imaginez que vous êtes sur une page, une console dans laquelle vous avez une boîte de texte et là vous allez poser des questions et l'orchestrateur va aller sélectionner l'outil de sécurité, la source d'information de sécurité, la base documentaire la plus pertinente pour répondre à la question que vous venez de poser. Au besoin, vous pouvez même lui donner des indications. Si vous voyez qu'il ne sait pas trop, je sais pas, par exemple, moi je pose une question sur un incident, alors il y a des incidents dans le CIEM, il y a des incidents dans l'EDR, il ne sait pas trop où il faut aller chercher, je peux lui dire, va chercher des incidents dans l'EDR. D'accord, donc je peux lui dire où aller. Tous les plugins, Paul vous montrera ça dans un instant, sont sélectionnables. Vous pouvez même en activer, désactiver. Donc vraiment, l'idée c'est vous utilisez la langue naturelle, le langage naturel pour pouvoir aller taper dans vos données de sécurité. Et si besoin est, vous devenez plus explicite pour dire, en fait, tu m'as pas répondu comme il faut. J'attendais une réponse à tel ou tel endroit. Donc ça, c'est vraiment tous les cas d'usage possibles. Vraiment la possibilité d'aller faire de l'investigation très profondément, de la réponse à incident.
de la chasse aux intrus, le fameux reporting dont tu parlais, on a des facteurs, c'est genre divisé par 3 le temps de reporting par rapport à des facteurs manuels. Les autres tâches en général, elles sont divisées, on va dire, on a à peu près 40% d'économie de temps. Et puis après, il y a un deuxième mode, c'est le mode dit intégré. Donc là, pour l'instant, ça n'existe que dans les outils Microsoft. Quand vous allez dans votre portail de votre XDR, par exemple, vous allez vous retrouver avec un bandeau qui va apparaître, contextualisé à l'incident que vous êtes en train de regarder et qui va vous proposer des actions typiquement pertinentes vis-à-vis de ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de regarder un script, il va vous dire est-ce que vous voulez que j'analyse le script pour voir s'il est malfaisant. Vous êtes en train de regarder un incident, il va vous dire attendez, je vais vous résumer l'incident parce qu'il y a 50 alertes, donc je vais vous dire de quoi ça parle, d'accord? Donc je vais vous montrer une petite démo sur le sujet. Donc on démarre dans l'XDR de Microsoft, on a un incident sur une machine SAP. Et donc sur la droite, vous voyez apparaître tout de suite le résumé de l'incident généré automatiquement par Copilot, plus des actions recommandées vis-à-vis de ce qu'on pourrait faire. Vous voyez que l'utilisateur a été retiré de SAP, n'a plus le droit d'y être, il a été désactivé dans Active Directory, et on se rend compte que en fait c'est un phishing, que l'utilisateur a accédé depuis une adresse IP malfaisante et à partir de là a exfiltré des données, puis créé des règles dans Office 365. Et puis vous voyez qu'il y a tout un tas d'éléments qui me sont proposés automatiquement. Cette adresse IP, elle est connue comme malfaisante. Donc, est-ce que vous voulez qu'on aille regarder s'il y a eu d'autres connexions sur cette adresse IP malfaisante? Il m'écrit automatiquement la requête. Je lui dis, mais je suis pas intéressé par toutes les tentatives. Uniquement, il m'a suggéré, est-ce que vous voulez que celles qui ont marché? Je dis oui. Il m'en trouve 2 sur un PC qui appartient à Sarah. Je rajoute ces 2 connexions directement comme des alertes dans mon incident existant. Donc, je vais enrichir mon incident d'origine. Et puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller regarder ce qui s'est passé sur la machine en question de Sarah. Quand je vais dans la machine de Sarah, on va voir apparaître l'ensemble de l'arborescence de ce que l'EDR a détecté de ce qui s'était exécuté. Vous allez voir apparaître un script qui est inintelligible parce qu'il a été obfusqué, mais c'est pas grave, l'obfuscation ça se désobfusque, donc on clique sur le bouton analyser le script et Copilot me donne l'analyse du script avec les explications ligne par ligne ou juste l'explication générale pour me dire que c'est malfaisant. En l'occurrence, ce que ça faisait, ça récupérait des fichiers, ça faisait un zip et ça l'envoyait. Voilà. Ensuite, on a tout un tas de suggestions qui sont faites. Est-ce que vous voulez activer des remédiations directement dans votre SOR? Donc, c'est une suggestion qui m'est faite. Je vais dire oui, je veux bien. Et à la fin, je dis OK, fermez cet incident et le résumé. Et tout le résumé de l'incident se retrouve là. On voit que j'ai classifié cet incident comme étant un vrai positif, que j'ai pris un certain nombre d'actions comme la remédiation automatique, envoyer un email à l'utilisateur, vérifier la réputation de l'URL dans une base documentaire type virus total, et puis vérifier les événements réseau. Et puis dans les actions, j'ai suspendu automatiquement, donc ça c'est l'EDR qui s'est occupé de ça, il a arrêté l'attaque automatiquement quand il a eu une certitude sur le fait que l'attaque avait lieu. Mais derrière, j'ai aussi fait des actions pour faire en sorte que l'utilisateur change de mot de passe, soit obligé de se reloguer et puisse redémarrer. Et puis on a fait en sorte de supprimer tous les fichiers suspects type PowerShell malfaisant. Voilà. Et donc, aujourd'hui, comment ça se concrétise? Au-delà purement du XDR de Microsoft, qui s'appelle Defender XDR, on a aussi un SIEM qui s'appelle Sentinel. Et vous savez que depuis des années, on vous dit, on travaille pour faire en sorte que ces produits marchent main dans la main. Comme ça, si vous choisissez d'avoir les deux, en fait, il y a des synergies qui se créent. Cette synergie, aujourd'hui, elle s'illustre directement dans une console qui est unifiée entre les deux outils. Donc, les mêmes incidents, les mêmes informations venant de plusieurs outils se retrouvent toutes au même endroit. Et avec l'expérience que vous venez de voir, là, avec Copilot contextualisé, qui va venir me dire, tiens, je t'ai analysé ton PowerShell suspect qui se connectait dans tel pays étranger, mais à tout moment, je peux dire, écoute, parfait, mais je sors de l'expérience intégrée et emmène-moi dans l'expérience autonome parce que maintenant, je vais aller interroger d'autres produits que Microsoft. Et là, je vais pouvoir continuer, au-delà des questions qui avaient été posées automatiquement pour moi dans l'expérience intégrée, je vais pouvoir aller poser d'autres questions en disant, tiens, dis-moi ce qui se passe dans le système de tickets ServiceNow, dis-moi ce qui se passe dans le CM Splunk, dis-moi ce qui se passe, etc. etc. Voilà. Donc véritablement quelque chose qui peut changer la façon dont vous faites la sécurité et vous aider à repenser peut-être la façon dont vous vous organisez quand vous voulez gérer des incidents de sécurité. Alors on l'a vu avec cette expérience XDR, Copilot for Security, vous allez pouvoir sélectionner ce que j'ai appelé des plugins tout à l'heure. Je vous illustre ici. Sur la gauche de l'écran, vous voyez la liste des plugins
qui sont associés à des technologies de sécurité Microsoft, des solutions type Defender, mais j'ai cité l'identité tout à l'heure avec Entra, beaucoup d'intérêt pour avoir des informations complémentaires de contexte sur les sign-in, les risky sign-in de vos utilisateurs par exemple. Un certain nombre de tentatives ont été faites sur le compte de Madame X, j'aimerais en savoir plus, est-ce que aussi son device a été potentiellement compromis, et à ce moment-là, vous remontez dans vos priorités d'incidents. Donc là, sur la gauche, vous avez la liste des technologies Microsoft Security, et sur la droite, vous avez des acteurs managed service qui aussi peuvent développer des plugins et qui ont souscrit au programme Microsoft qui leur permet de développer des technologies, des solutions, des adaptations en fonction de leur contexte, et un certain nombre d'ISV. Alors, je m'excuse pour ceux qui sont dans le fond, les logos sont tout petits. Certains sont présents en bas au rez-de-chaussée au Forum eCyber aujourd'hui et exposants, qui eux ont développé des plugins pour pouvoir permettre à Copilot for Security d'aller rechercher parmi les données et les signaux qu'ils ont remontés dans leur propre technologie. Donc vous voyez, utilisation des outils techno Microsoft, XDR, SIEM, identité, Purview pour la partie protection de la donnée, mais aussi extension à tout l'écosystème d'ISV sécurité qui a bien voulu jouer le jeu de développer ces plugins, et on enrichit au fur et à mesure bien entendu la liste. Donc si vous voulez en savoir plus, on a des démos bien sûr sur le stand. Je vous encourage, je fais pas l'article du stand C12. Vous avez des experts technologiques qui sont là pour répondre à vos questions plus pointues. Et puis, si vous le souhaitez, on organise le 25 avril prochain à Issy-les-Moulineaux, au siège de Microsoft, une session d'une journée avec des retours d'expérience clients qui ont utilisé Copilot dans leur production déjà et qui pourront partager leurs témoignages. Et vous verrez aussi un certain nombre de solutions qui sont nouvelles autour de l'attaque pass, et j'en dis pas plus, vous aurez plus d'informations dans les jours qui viennent. Je vous remercie beaucoup. Cette session de 30 minutes était relativement courte, on en est conscient avec Cyril. Il y a beaucoup de choses à dire autour d'IA générative et la cybersécurité. On a essayé de vous illustrer avec des exemples, quelques démos, quelques vidéos, des choses tangibles que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui, et je vous encourage à venir nous voir, rencontrer, et même à la fin de cette session, venir nous poser des questions le cas échéant. Merci beaucoup Cyril. Très bonne journée à vous.